Bien, je donne la parole à Gauthier Bujon pour Moken, qui va nous expliquer comment Moken permet d'attraper les malfaisants. Merci beaucoup. À toi, Gauthier. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Oui, enfin, super, merci. Euh, donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Gauthier Bujon, je suis le CEO de Moken, qui est une société de développement de logiciels de cybersécurité. Mais avant tout, avant ça, donc je suis un ingénieur en cybersécurité et réseau, et j'ai travaillé pendant 10 ans dans les SOC de grandes entreprises françaises, et notamment pendant 6 ans j'ai été le responsable du SOC d'un grand groupe français. Donc j'ai plutôt un passé technique, opérationnel. J'ai fait aussi pas mal de tests d'intrusion dans ma carrière. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Ce n'est pas pour, comme disait Hervé, vous dire ce qu'on vend ou quoi que ce soit. C'est pour vous parler d'une stratégie qui m'est venue à la suite d'un incident cyber dont on va parler, euh, et qui n'est pas extrêmement exploité aujourd'hui. Et donc, quand je vois aujourd'hui les résultats qu'on arrive à en tirer, je me disais que ce serait intéressant d'en discuter techniquement avec la communauté, tout simplement. Donc, on parle aujourd'hui du problème de vol d'identifiant. Et donc, aujourd'hui, si on réfléchit à ce sujet, bon, il y a plein d'études qui le disent, mais c'est le meilleur moyen de rentrer dans une entreprise, quand on fait une attaque. Pourquoi? Parce que, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir la porte avec une clé que d'essayer d'enfoncer la porte. Et aussi parce qu'aujourd'hui, il y a, 1000 et une façons de se faire voler son mot de passe. Il y a, le bon vieux phishing, mais il y a aussi dont tout le monde parle, mais il y a aussi quand même, énormément d'info-stealers, social engineering ou, 1000 et une autres façons de se faire tirer son mot de passe. Donc on va passer rapidement en revue, tout ce que font les entreprises pour voir un petit peu, quelles sont les limites et comment on peut essayer d'aller plus loin. Donc aujourd'hui déjà, les entreprises, ce que font toutes les entreprises, ça doit faire 10 ans maintenant, c'est, faire de la sensibilisation. On essaye d'apprendre aux utilisateurs à ne pas donner leur mot de passe. On est devenu extrêmement, inventif sur ce sujet. Moi, j'ai vu à peu près tout passer, les fonds d'écran, les tapis de souris, les mugs, et cetera. Mais malheureusement, la réalité, c'est que, bah, c'est effectivement efficace de faire de la sensibilisation, mais on est très loin d'éliminer le risque avec ça. Donc on s'est dit: «OK, sensibilisation suffit pas, on va aller un cran plus loin, on va faire des tests». Donc tests de phishing, c'est quelque chose que maintenant, tout le monde fait. Il y a 5 ans, c'était un petit peu nouveau, 5-6 ans, c'était nouveau. Maintenant, absolument tout le monde le fait. Hem Et le point commun entre toutes les boîtes qui font des tests de phishing, c'est que personne n'a de bons résultats. Je n'ai jamais croisé une boîte qui m'a dit: «Oui, bien sûr, on a des résultats parfaits», sauf peut-être ceux qui font des phishing qui sont extrêmement simples juste pour avoir des bons indicateurs. Hem Mais la réalité, c'est que oui, ça fait baisser le risque encore une fois, mais on est très, très loin de l'éliminer. Et enfin, le dernier outil, on va dire, de cette stack magnifique, c'est, le sauveur, le fameux dark web monitoring. Donc pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, mais rapidement, c'est, soi-disant des sociétés qui auraient des agents doubles dans des réseaux d'attaquants qui vous permettraient de nous dire que des identifiants ont été volés pour pouvoir les révoquer avant qu'ils soient utilisés. Malheureusement, moi j'ai toujours vu un petit peu, comme ça. C'est un peu utopique de se dire qu'on a la main sur tous les réseaux d'attaquants, ça sous-entendrait qu'ils sont pas très intelligents. Bon, bien évidemment, je force le trait, mais je regrette un petit peu, et en tout cas quand j'étais client, je regrettais un petit peu ce biais marketing, de nous dire que oui, c'est une solution au problème, alors qu'en réalité, bien évidemment, ils partagent pas tout, ce qu'ils veulent. Moi, je le vois un petit peu comme ça, donc là, ça n'a rien d'officiel, c'est juste moi, la façon dont je le vois. C'est qu'effectivement, il y a une petite partie des identifiants qui finissent sur, des marketplaces, et que c'est important de les monitorer. Il y en a une partie, conséquente qui finit dans des échanges privés, ce sont probablement des groupes, Telegram ou Signal qui sont 100 privés et dans lesquels on n'a absolument aucune chance de mettre le pied. Et enfin, la majeure partie, pour moi, si on y réfléchit plus de 3 secondes, c'est que, les attaquants sérieux ne partagent pas les mots de passe qu'ils veulent. Pour moi, les attaquants, on trouve, à mon avis, beaucoup d'attaquants full stack, si je puis dire, qui volent leurs mots de passe et qui vont les utiliser après et qui vont pas, se baser uniquement sur des marketplaces pour aller, tirer des mots de passe. Et donc même si on ajoute le MFA à cette fantastique stack outils, normalement on est quand même assez complet. Mais pourtant, bah, ça fait, 5 ans, 6 ans, peut-être même plus que, le vol d'identifiants et les identifiants volés restent la première porte d'entrée vers les sociétés. Et donc moi, j'ai été dans cette exacte situation, bah, il y a 3 ans maintenant. Donc quand j'étais responsable du SOC de grands groupes français, hem, on s'est pris une crise cyber, à cause d'un mot de passe volé, alors qu'on avait absolument tout, y compris du MFA partout. Donc pour que vous compreniez mieux un petit peu, comment on va aller plus loin, je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulée cette crise. Donc, elle commence bien évidemment avec des personnes mal intentionnées qui, ciblent la boîte. Donc pour vous donner juste un peu de contexte, c'est une société d'environ 12 000 collaborateurs, à l'international, donc une grosse société. Et donc, ces personnes malveillantes,
ont envoyé une toute petite quantité de spear phishing à une dizaine d'utilisateurs dans la société, donc sur 12 000, donc un tout petit échantillon, qui ont passé nos défenses puisque les mails étaient bien craftés, donc l'anti-spam là-dessus n'est malheureusement pas extrêmement efficace. Et certains utilisateurs, 4 au total, se sont fait avoir et ont gentiment donné leur mot de passe. Qu'ont fait les attaquants une fois qu'ils avaient le mot de passe entre les mains? Eh ben, ils ont tout simplement fait ce que ferait n'importe quel attaquant. Ils ont identifié tous nos points d'entrée vers le réseau en faisant une énumération d'attaque, hein, tout simplement, une phase d'énumération, donc en énumérant nos DNS, nos certificats, etc. Et ils ont trouvé qu'on avait plein de gateways à travers le monde, puisqu'on était une entreprise internationale avec plein de sites distants. Et ils ont essayé de se connecter partout. Pas de chance pour eux, nous avions bien travaillé, et il y avait du MFA partout. Et donc, ils n'ont pas pu utiliser ces identifiants volés. Chose importante, ils étaient, pour ceux qui se poseraient la question, ils étaient suffisamment prudents pour utiliser une IP locale du même pays que le VPN en question à chaque fois, et ils attendaient 48 heures entre chaque connexion pour être sûr de ne pas faire sonner d'impossible travel pour ceux qui connaissent. Et pas de chance, quelques semaines plus tard, on fait une erreur, on monte une nouvelle gateway pour l'ouverture d'un nouveau site industriel en Amérique du Sud, et l'admin réseau se trompe sur la conf du MFA, et il ne l'active pas. Donc il le détecte en moins de 24 heures, ils arrivent à rentrer, et s'ensuit une magnifique gestion de crise qui, fort heureusement, n'a pas eu d'impact majeur, mais quoi qu'il en soit, ils ont quand même réussi à pénétrer le réseau, ce qui est fâcheux pour quand on est responsable d'un SOC. Pas trop envie que ça arrive. Et donc à ce moment-là, je me dis, bah, en fait, si je reprends, quand j'ai repris le Rex, je me suis dit, bah, si en fait, au milieu de leur phase d'énumération, ils s'étaient retrouvés face à un faux VPN parmi tous mes vrais VPN, bah, ils auraient fait leur phase d'énum et tenté de se connecter un petit peu partout en essayant leur creds. Sauf qu'au milieu, bah, ils auraient eu un de mes VPN qui aurait par exemple envoyé login fail comme s'il marchait pas très bien. Et bah, ça m'aurait tout de suite donné l'info qu'il y avait des identifiants qui étaient compromis que je ne connaissais pas. Et ça nous aurait permis de réinitialiser le mot de passe et leur couper l'herbe sous le pied à un stade extrêmement précoce de l'attaque. Et donc ce concept-là, je l'ai appelé le fishback, puisque c'est exactement récupérer les identifiants de la même façon dont ils ont été volés, c'est-à-dire en faisant du phishing, mais les attaquants. Alors comment on fait pour faire ça techniquement? Donc sur le papier, le concept est ultra simple, mais il y a plein de petits détails à prendre en compte pour que ça fonctionne techniquement. Donc en premier lieu, il faut crafter un trap. Donc qu'est-ce qu'a envie de voir un attaquant? Là, on se met dans la peau d'un attaquant, on veut faire du phishing d'attaquant, phishing défensif. Qu'est-ce qu'il a envie de voir? Bah, il a envie de voir un accès sur le réseau, donc potentiellement un VPN SSL, du Cisco, du Forti, du Palo, du Citrix, c'est aussi un super point d'entrée qui est assez commun quand même quand on fait du pentest sur des grosses boîtes, voire de l'Outlook. Il y a souvent des Outlook legacy qui traînent pour de la maintenance industrielle ou ce genre de choses. Ça peut être des choses intéressantes. Ensuite, il faut trouver un nom. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. C'est qu'on a l'avantage ultime de jouer à domicile. Un attaquant, quand il fait un phishing, malheureusement, il doit se plier au fait qu'il n'a pas le domaine qu'il essaye de dupliquer. Il va toujours utiliser microsoft.com, Microsoft. Il change une lettre parce qu'il ne possède pas le domaine original. On a la chance de faire du phishing à domicile, donc on peut utiliser n'importe quel nom de domaine qui nous appartient et il sera parfaitement crédible puisque c'est le nôtre. Et donc là, il faut aller chercher des trucs intéressants pour un attaquant. Encore une fois, on fait du phishing d'attaquant. Et quoi de mieux qu'utiliser test, par exemple. Donc s'il y a des pen testeurs dans l'assemblée, je vous mets au défi de me dire que si vous trouvez une entrée test dans votre phase d'énumération, vous n'allez pas au moins checker ce que c'est. C'est quelque chose qui est ultra attrayant parce que potentiellement test, c'est quelque chose qui n'est pas à jour, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment sécurisé. Et donc ça, c'est l'objectif, de passer pour cette porte un petit peu faible. Donc il y a mille et une façons là, il faut être inventif et il faut surtout regarder un petit peu ce qui se fait déjà dans l'entreprise, quelles sont les règles de nommage, etc. Home Office fonctionne bien aussi, Webmail fonctionne bien aussi. Voilà, c'est quelques exemples, mais il faut adapter ça au contexte de la boîte dans laquelle vous voulez déployer ça. Et enfin, on attache un certificat. Là aussi, bah, on a beaucoup de chance, on est à domicile, encore une fois, et donc on peut se permettre d'avoir finalement un phishing avec le bon domaine, le bon certificat, et donc finalement, on est littéralement impossible à détecter. Et ensuite, il suffit juste de déployer et d'attendre. Et donc là, normalement, plus de la moitié des gens ici sont en train de penser merci, merci Gauthier pour cette fantastique nouvelle stratégie. Tu viens de nous exposer la définition même d'un honeypot. Et donc effectivement, exposer des honeypots à Internet, ça n'a rien de nouveau. Ça fait probablement 30 ans que ça existe, c'est probablement aussi vieux que l'informatique. Mais en revanche, le faire de façon à pouvoir récupérer ce genre de données extrêmement intéressantes comme des identifiants volés, ça n'a jamais été fait. Et pour une simple raison, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Ça a le même nom, mais derrière, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand
quand vous allez mettre un honeypot sur Internet, il y a 2 challenges majeurs. Le premier, c'est que l'illusion doit être absolument parfaite. Quand vous faites un honeypot destiné à faire de la threat intel, vous pouvez faire un truc un peu bancal. De toute façon, la threat intel, elle va réceptionner que ce qui est opportuniste. Donc ceux qui font du spray sur Internet, qui tentent des CVE, etc., ils vont pas forcément aller vérifier si c'est un vrai ou si c'est un faux, puisque c'est majoritairement automatisé. Et un honeypot en interne, par définition, il n'a pas besoin d'être parfait, puisque le moindre ping qu'il prend, c'est déjà suspect. Donc il n'y a pas besoin de forcer là-dessus. En revanche, si vous voulez faire en sorte qu'un attaquant utilise des identifiants volés sur un portail que vous venez de créer, et qu'il est un petit peu prudent, puisque là, on va détecter quand même des attaques très ciblées, il faut faire en sorte que votre honeypot soit absolument indétectable. Et faire une fausse page parfaitement indétectable, on va en parler techniquement, c'est loin d'être simple. Et le deuxième problème massif d'Internet, c'est qu'il y a énormément de bruit. Je pense que vous avez tous déjà essayé de coller un SSH sur Internet et de voir qu'au bout de 3 secondes et demie, il y a déjà 150 tentatives. Bah, c'est la même chose quand vous mettez une mire de login sur Internet, vous allez avoir des milliers de tentatives par heure, voire par minute, selon les périodes. Et donc, on ne peut pas se permettre de lever 1000 alertes par minute. Donc, il faut trouver un moyen d'extraire de ces millions de tentatives seulement celles qui seront des tentatives de véritables attaquants. Donc pour la partie, on va traiter ces 2 points. Pour la partie crédibilité, il faut déjà faire en sorte que le fingerprinting soit parfait. Donc le fingerprinting, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde est un petit peu familier avec le concept, je le rappelle, c'est identifier une technologie derrière un système à partir de certains marqueurs. Donc par exemple, si une page, si vous avez une page qui est sous Apache par exemple, elle ne va pas forcément vous dire en gros avec un logo, c'est bien Apache qui héberge, qui est hosté sur cette page. Il faut aller chercher des marqueurs, qui sont par exemple des codes d'erreur, qui sont des headers, qui sont des structures de page, des certificats, des temps de réponse, qui vont nous permettre de deviner que c'est éventuellement cette technologie. Et ça s'appelle le fingerprinting. C'est une méthode qui est utilisée par tous les attaquants et tous les défenseurs pour identifier ce qu'il y a comme technologie derrière une machine, voire de trouver la version pour éventuellement chercher des CVE derrière à exploiter. Et donc, comment on fait pour, euh, pour faire ce fingerprinting? On peut le faire à la main, ce qui est très long et très fastidieux, ou alors il y a des outils qui existent pour ça, Nmap étant le plus célèbre d'entre eux. Et ensuite, il y a des scanners externes qui existent comme Shodan, Sensis par exemple, ou Appalizer qui est une extension de browser, etc., etc. Il y en a des dizaines probablement d'outils de fingerprinting. Et donc pour comprendre la complexité, on va faire le focus sur Shodan pour voir un petit peu comment Shodan fait pour faire un fingerprinting d'une page web, tout simplement. Donc ça va pas être exhaustif, hein, on va en voir juste une petite partie, sinon ça nous prendrait littéralement 3 heures. Mais en gros, Shodan fonctionne majoritairement avec des hashes de pages. Donc comment est-ce qu'il fait? Là, j'ai pris une page au hasard, et donc il va aller gérer 3 types de hashes. Il y en a plus que ça, mais 3 majeurs. Le hash standard, qui est un hash de toute la réponse HTTP, avec les headers et le body. Un hash de la page rendue après le DOM processing, c'est-à-dire la page une fois qu'elle est affichée dans votre browser, quel est le hash de cette page. Et enfin, le hash du HTML raw, donc du code pur et simple. Et donc là, on pourrait se dire, le meilleur moyen de dupliquer, par exemple, un Fortinet, c'est de prendre un Fortinet sur Shodan, je copie tout le code pour que les 3 hashes soient identiques et c'est gagné. Seulement, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Parce que si on prend un Fortinet, par exemple, le hash sera toujours différent, là où le DOM hash et le HTML hash seront toujours identiques. Pourquoi? Parce que sur chaque Fortinet, il y a un e-tag dans le header qui est unique pour chaque appliance. Et donc, si par malheur, vous répliquez une page en vous disant, bah voilà, je prends une page sur Shodan au pif, je la réplique et je vais faire la même, il va y avoir 2 e-tags identiques sur 2 appliances différentes, ce qui démontrerait immédiatement que vous êtes en train de hoster une fausse page. Un des deux est un faux, en tout cas. Et le problème, c'est que ce truc-là, c'est différent pour chaque technologie. Si je prends Outlook, par exemple, bah là, ça sera le hash et aussi le HTML qui vont être différents. Il y a juste le DOM hash qui sera toujours identique. Pourquoi? Parce que dans le header, on a une request ID et un name dans le code HTML qui sont différents à chaque fois. Et donc là, je vous ai donné juste un mini exemple d'une seule techno de fingerprint pour que vous puissiez imaginer un petit peu la quantité de taf qu'il y a pour reverse toutes les méthodes de fingerprinting, que ce soit Nmap, Shodan, Sensis, soit Appalizer, etc. Comprendre comment ils font pour déterminer que c'est une page, que c'est une technologie, par exemple Fortinet ou Outlook, et donc la quantité de taf qu'il faut faire pour que toutes ces technos nous disent que c'est bien la bonne techno derrière notre page. Et donc là, à ce moment-là, une fois qu'on a achieve ça, on a finalement
tous les scanners qui nous référencent comme la bonne technologie. Donc ça, c'est cool. Malheureusement, on est très 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 loin d'avoir fini. Parce qu'effectivement, avoir une page qui ressemble à la vraie avec le bon fingerprinting, c'est, on va dire, la partie facile. Si après l'attaquant est un petit peu plus euh, méfiant, il va aller vérifier d'autres choses. Et notamment, il faudra aller reproduire par exemple le format mobile ou le multilangue. Parce que le multilangue, un fingerprinting ne va jamais voir qu'il n'y a pas de multilangue. Il n'y a aucun fingerprinting qui se base sur le multilangue. En revanche, un très bon moyen de savoir si vous êtes sur un Epot un jour, c'est si vous êtes sur un Outlook, vous changez la langue de votre navigateur. Par défaut, Outlook s'adapte à la langue du navigateur. Si ça reste en anglais ou en français, par exemple, c'est que vous êtes sur une fausse page. Et donc, il va falloir aller reproduire aussi ces comportements-là. Il va falloir reproduire toutes les réponses que peuvent avoir des méthodes HTTP un peu exotiques, par exemple la méthode put que absolument personne n'utilise sur Terre dans une application. Bah, il faut être en mesure de répondre à ces questions-là. Tous les endpoints qui sont exotiques, et il y en a un bon paquet, mais on va le voir, et même la stack TCP. Et donc pour tout ça, malheureusement, il n'y a qu'une seule et unique réponse, c'est de faire un max de reverse sur la techno qu'on essaie de reproduire pour reproduire tous ces comportements. Donc le reverse, on ne va pas faire une conférence sur le reverse, mais dans les grandes lignes, il faut aller étudier la doc. Souvent, c'est un très très bon point de départ pour voir quels sont les endpoints classiques et documentés. Les CVE, très très bon point de départ aussi, aller chercher toutes les CVE sur la techno en question, puisque les CVE sont souvent sur des endpoints un peu exotiques. Proxy-based analysis, c'est littéralement la base. Faire du brute force pour voir s'il n'y a pas des endpoints qui ne seraient pas documentés qu'il faudrait reproduire. Et bien évidemment, cliquer un petit peu partout en dernier lieu pour voir si on n'a rien oublié. Et donc, si je vous donne, pour vous donner un petit peu une idée de la quantité de taf que ça représente, pour reproduire une page comme ça, Citrix, nous, aujourd'hui, on a réussi à identifier sur juste cette page de login, il y a 194 endpoints qui sont accessibles. Donc, juste pour cette page-là. Qu'il faut reproduire en 12 langues avec 7 types de user agents différents et 10 méthodes HTTP, ce qui veut dire qu'il faut appliquer environ 162 960 variations endpoint pour que ce soit vraiment crédible si un mec veut vraiment commencer à taper dessus. À titre de comparaison, si on regarde un Epod standard qu'on trouve sur GitHub de Citrix, on est sur du 50-100 endpoints répliqués. C'est pas du tout la même chose. Et donc tout ça, 160 000 endpoints juste pour une page de login. Il n'y a pas l'application derrière, il n'y a rien. Il y a juste la merde de login. OK, maintenant qu'on a notre page qui est impeccable, il nous reste à gérer le second problème, qui est gérer le bruit massif que va générer cette exposition Internet. Donc si on regarde un petit peu tout ce qui va tomber dedans, il va y avoir, en premier lieu, les bots qui vont nous envoyer une quantité absolument industrielle de login attempts qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc ça va être du admin, Toto, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. La quantité de choses inutiles qui passent. Ensuite, il va y avoir des attaquants un peu plus opportunistes. Donc eux, ils ont dans leur besace énormément de vieux mots de passe leakés qu'ils ont trouvés sur Red Forum ou je ne sais quoi, qui sont majoritairement des trucs outdated, mais parfois, en tout cas c'est ce qu'on observe, ils ont un mot de passe qui n'apparaît dans aucune base de threat intel qui est valide. Et donc on ne peut pas complètement se permettre de les évincer, il faut quand même regarder ce qu'ils ont à dire. Et enfin, il y aura les groupes d'attaquants un petit peu plus sérieux qui, eux, feront très très peu de bruit, très très peu de tentatives de connexion, mais tout le temps avec des logins valides. Donc comment est-ce qu'on gère ce bruit? Eh ben, on va faire une logique de filtrage, un peu à la SIEM. En premier lieu, on va aller appliquer la password policy. C'est des règles un peu basiques, hein, mais de se dire que si quelqu'un tente un mot de passe de 10 caractères à votre policy et de 12, bah, c'est forcément soit un truc vieux, soit un truc faux. Donc on peut littéralement enlever tout ce bruit-là déjà. Utilisez des expressions régulières pour voir si votre format de login est le bon. Donc, par exemple, si vous êtes en prénom.nom, comme beaucoup de sociétés, bah, vous mettez une expression régulière pour dire si le login n'est pas en prénom.nom, bah, c'est forcément une fausse tentative puisque ça ne correspond même pas à notre pattern de login. Et rien que déjà avec ces deux premières règles, vous éliminez 95% des faux positifs. Et ensuite va rester tout ce qui est déjà leaké. Donc si vous faites déjà du dark web monitoring activement et qu'ils sont connus, bah, ça se détecte très facilement avec un simple call API. Et enfin, les derniers, ce sera les brute force et les password spraying, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, qui ont juste trouvé une mire de login intéressante et qui se disent, bah, on va essayer de faire du brute force dessus ou du password spraying. Et ça, c'est des scénarios qui se détectent assez bien en termes de corrélation de log.
Et donc tout ça, on va recevoir une alerte. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que le mot de passe est le bon. Ça peut très bien être un prénom.nom avec la bonne password policy qui n'est pas leaké, qui n'est pas un brute force, qui n'est pas un password spraying. Et donc du coup, la dernière étape, c'est d'aller coder un credential check instantané avec donc un connecteur, que ce soit avec Okta, Google Workspace, Entra ID, Active Directory, peu importe, pour aller vérifier en temps réel si ce login est le bon. On aurait pu, certains me disent, bah, pourquoi vous n'avez pas directement mis le credential check au début, ça vous évite de faire tout ce filtrage. Simplement parce que vous implosez littéralement les logs de votre système d'authentification si vous faites ça. Il faut vraiment, vraiment filtrer que les tentatives qui ont l'air prometteuses pour ne pas, un, pourrir les logs, deux, se faire ban par Microsoft ou par Okta. Ce serait fâcheux. Et ensuite, on peut directement réinitialiser le mot de passe, puisque là, il ne peut pas y avoir de faux positif. Littéralement, c'est quelqu'un qui vient de se connecter à une mire de login que personne connaît dans votre boîte avec un mot de passe valide. Donc, il n'y a pas vraiment. On peut aller sur quasiment du full automatisé, même si je ne suis pas un énorme fan de la full automation sur la réponse à incident. Là, il y a quand même très peu de risque d'avoir de l'impact. Et donc, la question qui se pose, et que moi, je me suis posée au tout début quand j'ai eu cette idée, parce que je me suis dit, l'idée est fantastique, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Le problème, c'est que ça ne se teste pas en lab. Parce que moi, avec mon nom de domaine gauthier@bujon.com, très clairement, je vous assure qu'il n'y a pas de résultat, hein. Personne ne s'intéresse à moi et donc personne n'a envie de venir tester. Le seul moyen, c'était de tester ça en conditions réelles avec des vrais noms d'entreprise, avec des vrais domaines d'entreprise. Et aujourd'hui, on a déployé ça donc dans une trentaine d'entreprises grandes et très grandes, plutôt internationales. Et on a processé aujourd'hui 2,3, un peu plus de 2,3 milliards de login attempts. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit sur 70 baits à peu près, 70 fausses portes. Et on a eu plus de 250 aujourd'hui creds valides qui étaient introuvables sur le dark web. Donc, ce qui est absolument énorme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que ça peut vous sembler peu, mais je vous assure que des creds qui sont valides, introuvables sur le dark web et qui tournent comme ça sur Internet, 250, c'est phénoménal. Donc, et on parle d'une trentaine de sociétés. Donc, j'imagine même pas si on déployait ça, si on pouvait déployer cette stratégie sur l'ensemble du globe, je serais extrêmement curieux d'avoir les données. Et donc, ça représente 0,00001% finalement de highly valuable login attempts. Et ça, ce chiffre-là, je le montre juste pour une chose, c'est pour dire que, en gros, cette stratégie, sur le papier, elle est giga simple, mais qu'en fait, s'il n'y a pas une automatisation, un filtrage absolument parfait, ça sert absolument à rien puisque ça va être une usine à faux positifs. Et donc oui, bah, après c'est un petit peu aussi ma conclusion, hein, ce truc-là, en fait, sur le papier, c'est hyper puissant, mais ça peut que fonctionner si vous avez une attention extrême sur tous les petits points de détail, en fait. Encore une fois, très facile à implémenter, de faire un POC de ce genre de sujet. Faire en sorte que ça marche et que ça lève pas des alertes toutes les 3 secondes, et que tout soit bien géré, c'est un autre game. Et moi, ce que je trouve absolument génial, et là, c'est purement en tant que tech, c'est que ça fait 10 ans que le dark web monitoring n'a pas très bonne presse dans les cercles un petit peu techniques de la cyber, parce qu'on n'a pas vraiment tous aimé cette histoire de c'est exhaustif, bien sûr que les attaquants partagent leur mot de passe. Donc on le sait tous très bien que c'est pas exhaustif, même si c'est quand même intéressant. Mais le fait d'avoir la preuve technique que ça ne l'est pas et qu'il y a effectivement des choses qui transitent, qui ne sont pas partagées, et ben, je trouve ça plutôt cool. Voilà, j'ai fait le tour et je suis dans les temps, je pense, 23 minutes. Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question, bien évidemment.